Bonjour. Alors déjà ce matin, ça s'annonce sombre, hein, l'Europe. Je vais continuer dans cette couleur-là, dans ces couleurs-là. Nous deux faisons partie des premières gouttes de pluie, annonçant une puissante tempête purifiante qui approche l'Europe. Alors, je débute ma communication avec cette citation d'une lettre que Anders Breivik, connu pour l'assassinat sur l'île d'Utøya en Norvège en 2011, envoie en mai 2012 à Beate Zschäpe, extrémiste néofasciste, membre présumé du groupe allemand terroriste Nationalsozialistischer Untergrund, NSU. À mon sens, cette phrase éclaire toute la complexité, toute l'ambivalence que le spectacle Breivik Statement du metteur en scène suisse Milo Rau tente de saisir. S'agit-il ici d'une pluie qui lave, qui dégage la véritable Europe d'une couche de vernis, ou s'agit-il d'une désinfection de l'Europe, de ses aspects aliénés? De quelle Europe parle-t-on? L'Europe du matérialisme vulgaire, de la polarisation sociale, d'une industrie culturelle standardisée, ou alors l'Europe des valeurs démocratiques, des droits de l'homme et d'une hybridité culturelle accueillante? Tout d'abord, je souhaite toute l'équipe qui a organisé ce colloque de nous accueillir, parce que l'intitulé de l'atelier Scène Europe, Europe sur scène invite à une approche méthodologique très intéressante, car double. Il s'agit d'un côté de saisir le spectacle qui se joue visiblement sur la scène historico-politique européenne, et non seulement sur l'avant-scène, je présume. Et de l'autre côté, il s'agit d'éclairer les réponses esthétiques spécifiquement théâtrales à celui-ci. Nous tentons de savoir par quelle porte l'artiste entre dans la scène Europe et comment il met en exergue à la fois sa part factuelle et son caractère fictionnel, sa farce et les menaces réelles qui l'habitent. L'entrée esthétique dont je parlerai aujourd'hui est d'une façon générale celle du réalisme. Suivant la définition qu'avance le dramaturge allemand Bernd Stegemann, la notion de réalisme n'est pas comprise ici comme reproduction naïve des visibilités du réel, c'est le rapport mimétique au réel hein, qui a été évoqué ce matin, et ce que Stegemann appelle le réalisme commercial. La démarche réaliste n'est pas non plus définie dans le sens postmoderne, à savoir que l'artiste chercherait à créer un art scénique performatif, à faire émerger le réel à travers la matérialité des signes, à produire juste de la liveness. La théorie du nouveau réalisme, opératoire à l'endroit du travail de Milo Rau, est celle d'un art dialectique qui dilate le réel au point de le rendre étrange et étranger. Au sein même d'un réel que le spectateur croit connaître, le type de dispositif artistique que propose Rau invite à une expérience qui dépasse celle de la reconnaissance et invite à un voyage vers une terra incognita, vers les contrées larvées du réel et parfois son devenir. Milo Rau précise dans ce sens ce forcing et cette pression qu'on exerce sur le réel afin qu'il crache sa part imaginaire, utopique et future. C'est cela, l'art réaliste selon moi. À l'endroit du spectacle Breivik Statement, créé en 2012, le réalisme opère en effet comme un pressoir. Au lieu de formaliser mimétiquement le terroriste et ses actes, Rau crée un arrangement artificiel qui extrait ce qui se loge en dedans ou en dessous de la surface visible du réel, le squelette idéologique de Breivik et plus concrètement son discours. Mon argumentaire se structure comme suit. Dans une première partie, je me pencherai sur les raisons politiques larvées qui font du regard réaliste de Milo Rau un éclairage des plus pertinents sur l'état de l'Europe. Et deuxièmement, il s'en suivra dans le visionnement d'extraits du spectacle. Là, je vais vous montrer des extraits, une brève description et une analyse esthétique. Je conclurai la communication par une ouverture vers les enjeux du nouveau réalisme, courant qui se déploie donc depuis quelques années conjointement en philosophie et en art. Nous comprendrons sa pertinence face à un monde notamment traversé par des alternative facts, des faits alternatifs. Alors, c'est la démarche de Milo Rau, sa façon qui lui est propre d'aborder le réel, qui m'incite à m'approcher de son travail par une discussion politique d'abord. Une analyse purement formelle m'aurait semblé incomplète à l'endroit du travail de Rau.
Fondateur du International Institute of Political Murder, Milorau doit être considéré à la fois comme chercheur, politologue et comme artiste. Afin de, c'est lui qui le dit, rendre accessible aux spectateurs des événements historiques majeurs, il se livre dès ses premières créations à des recherches documentaires sur le terrain. Il rencontre des témoins et plonge dans les archives. Après des études de sociologie à la Sorbonne, notamment avec Pierre Bourdieu, un des buts déclarés de ces reconstitutions scéniques est de faire rentrer le hors-cadre du discours officiel sur scène, de montrer des détails de l'événement qui ont été éclipsés, notamment par les médias. En 2009, Milorau crée le spectacle « Les dernières heures des Ceausescu », dans lequel le procès spectaculaire du couple en 1989, transmis par la télévision dans le monde entier, je pense qu'on l'a tous vu, est rejoué par des acteurs roumains dans ses moindres détails mimiques et gestuels. Invité en 2012 et 2013 au Berliner Theatertreffen ainsi qu'au Festival d'Avignon, Milorau y présente Hate Radio, également une reconstitution scénique. Le spectacle réunit des acteurs et victimes du génocide au Rwanda afin de rejouer le quotidien de la radio des Mille Collines, principal organe populaire de la propagande génocidaire. S'ensuivent les procès de Moscou 2013 sur la condamnation des féministes russes des Pussy Riot, ainsi que le film Le Tribunal sur le Congo 2015, où des experts indépendants débattent des causes de la violence qui se déchaîne dans le pays depuis 20 ans. Rau explique, car la tâche centrale de l'art réaliste est celle-ci, rendre des actes inconscients conscients, afin que ces actes deviennent discutables moralement et politiquement. Venons donc à la politique. Tel un hommage aux racines étymologiques de notre civilisation, qui indique donc l'obscurité de l'assyrien Ereb et l'endroit où le soleil se couche, du latin occidens, un nombre croissant de philosophes et historiens décrit l'état actuel de l'Occident comme un déclin, une régression ou encore un piège. Ce constat d'une crise endémique avancée par l'intelligentsia de gauche, présent ici sur l'écran, résonne sensiblement avec la rage d'un Anders Breivik. L'historien belge David Engels sort en 2013 Le déclin, la crise de l'Union européenne et la culture de la République romaine, analogie historique. Sur base des dynamiques actuelles et du comparatisme historique, l'ouvrage tente de trouver des similitudes entre la fin de la République romaine au cours du 1er siècle avant notre ère et l'état de l'Union européenne d'aujourd'hui. Pour souligner combien le travail de Milorau s'inspire des recherches de Engels, donc pas seulement Breivik Statement, mais d'autres spectacles, je renvoie au dialogue entre ce dernier et l'artiste à l'occasion du Kunstfestival des Arts en 2015. Donc, ils ont écrit un article ensemble qui s'appelle « Si on court contre le mur, c'est quand même mieux d'avoir une belle idée dans la tête ». Engels commence son analyse du déclin par le constat d'un manque de croissance chronique dû à la désindustrialisation de l'Europe. Les tentatives de redresser cette croissance grâce à la déconstruction de l'État social ne signifient finalement rien d'autre que de relancer l'économie au prix de la paupérisation des travailleurs. Il s'ensuit, selon Engels, un chômage en perpétuelle croissance et une polarisation des revenus exacerbée par la disparition inexorable de la classe moyenne, victime à la fois de la délocalisation, de la mondialisation et de la soumission de l'État aux intérêts du monde économique et financier et par la privatisation d'instances d'utilité publique. La crise du néolibéralisme à l'échelle globale est d'ailleurs le sujet dont traitent la plupart des chercheurs du 3e ouvrage affiché, L'âge de la régression, pourquoi nous vivons un tournant historique. Engels observe que la présence de plus en plus forte de groupements extrémistes dans les divers corps politiques accélère la déconstruction du système démocratique déjà fortement sclérosé par la montée de la technocratie, de l'apolitisme et de l'influence du monde économique. Suite à la perte de confiance dans les institutions publiques et en la démocratie, les participations électorales baissent et le rêve populiste d'un changement vers une démocratie plus plébiscitaire gagne du terrain. Prônant la restauration de l'ordre, de la sécurité, de la liberté, de la tradition surtout, l'histoire enseigne combien le populisme évolue bien souvent vers la mise en place de régimes autoritaires. Engels décrit une société européenne profondément désolidarisée. En dépit des garants traditionnels de la solidarité tels que la famille, le village, la foi, la patrie ou la culture, nous assistons, selon l'historien, à une lente radicalisation de certaines parties de la population tentant de se recréer, même
de façon artificielle, des nouvelles identités locales, religieuses, ethniques et essentiellement basées sur le rejet du discours officiel. Et ces nouveaux groupuscules extrémistes, au lieu de comprendre les racines du marasme social dans le système en tant que tel, cherchent des boucs émissaires. D'un autre côté, la ghettoisation des populations immigrées et le manque d'attractivité du monde civilisationnel européen, en pleine décomposition, ne font que renforcer la création d'une société parallèle se trouvant en opposition avec la culture européenne. David Engels remarque combien l'identification des citoyens à l'Union européenne est indispensable en temps de crise où ils doivent faire preuve de solidarité les uns avec les autres. L'historien plaide pour une Europe comme entité culturelle et un retour sur l'histoire commune. Même si la vision de David Engels sur l'état de nos sociétés occidentales semble certes des plus pessimistes, des événements politiques quotidiens viennent la confirmer sombrement. Les 2 dernières années, le vote en faveur du Brexit, l'attentat de Nice, les succès électoraux de l'AfD en Allemagne et du FN en France, la tentative de putsch en Turquie, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, ces faits ne sont pas assez isolés pour être classés comme extraordinaires. Dans L'âge de la régression, la philosophe américaine Nancy Fraser explique, je la cite, « Ceux qui ont voté pour Trump, comme ceux qui ont voté pour le Brexit et contre les réformes italiennes, se sont soulevés contre leurs dirigeants politiques. Bien décidés à faire un pied de nez à l'establishment politique, ils ont répudié les grandes orientations qui, tout au long de ces 30 dernières années, ont à leurs yeux détérioré leurs conditions de vie. La surprise n'est pas qu'ils aient agi ainsi, mais qu'ils aient attendu autant pour le faire. » En toute logique, le déclin du modèle néolibéral progressiste, décrit par Engels, provoque une révolte des perdants de ce même modèle. Avec les mots de Fraser, je la cite encore, « Ces révoltes ont une cible commune. Toutes visent à rejeter la globalisation, le néolibéralisme et les élites politiques qui avaient promu cette globalisation et ce néolibéralisme. Dans chaque cas, les citoyens ont dit non à cette combinaison fatale d'austérité, de libre-échange, de cette rapace et de travail précaire sous-payé qui caractérise le capitalisme financiarisé de notre temps. » Ainsi, depuis le tournant du siècle, d'une manière à la fois larvée mais incontestable, l'Occident est rongé par des oppositions politiques et éthiques inquiétantes. Dans la perspective de son déclin, la définition de l'identité européenne comme démocratique, libérale et cosmopolite ne fait plus l'unanimité. Les patriotes d'une nouvelle révolution conservatrice rêvent d'une Europe chrétienne, autoritaire, nationaliste et ethniquement purifiée. Le sociologue allemand Wolfgang Streeck est clair. L'identitarisme cosmopolitique du personnel dirigeant de l'ère néolibérale, qui trouve en partie ses racines dans l'universalisme de gauche, génère comme réaction un identitarisme national. Les mesures de rééducation antinationale prodiguées d'en haut, générant un nationalisme anti-élitaire d'en bas. De plus en plus souvent et de plus en plus organisé, ce nouveau patriotisme identitaire s'exprime à travers un imaginaire belliqueux. Dans la lettre que le terroriste norvégien Anders Breivik adresse à l'extrémiste de droite allemande Zschäpe, cité en introduction, il décrit leurs crimes respectifs comme des actes d'une avant-garde politique dont ils sont les martyrs. Il s'agit d'un côté de défendre, selon Breivik, la véritable culture européenne et de l'autre de la protéger devant l'islamisation invasive. La figure héroïque du mouvement identitaire est le guerrier, spartiate ou chevaleresque, qui sauve l'Europe de son déclin, de sa décomposition. À ce sujet, je vous montre donc une vidéo du mouvement de jeunesse qui s'appelle Génération identitaire. Il s'agit d'une déclaration de guerre, c'est comme ça qu'ils l'intitulent eux-mêmes. Nous sommes la génération identitaire. Nous sommes la génération de ceux qui meurent pour un regard de travers, une cigarette refusée ou un style qui dérange. Nous sommes la génération de la fracture ethnique, de la faillite totale du vivre ensemble, du métissage imposé. Nous sommes la génération de la double peine, condamnée à renflouer un système social trop généreux avec les autres pour continuer à l'être avec les nôtres. Nous sommes la génération victime de celle de mai 68, de celle qui prétendait vouloir nous émanciper du poids des traditions, du savoir, de l'autorité à l'école, mais qui s'est d'abord émancipée de ses propres responsabilités. Nous avons fermé vos livres d'histoire pour retrouver notre mémoire. Nous avons cessé de croire que Kader pouvait être notre frère, la planète notre village et l'humanité notre famille.
Nous avons découvert que nous avions des racines, des ancêtres et donc un avenir. Notre seul héritage, c'est notre terre, notre sang, notre identité. Nous sommes les héritiers de notre destin. Nous avons éteint la télévision pour descendre à nouveau dans la rue. Nous avons peint nos slogans sur les murs, scandé la jeunesse au pouvoir dans nos mégaphones, brandi bien haut nos drapeaux frappés du lambda. Ce lambda, qui ornait le bouclier des glorieux Spartiates, est notre symbole. Vous ne comprenez pas ce qu'il représente? Il signifie que nous ne reculerons pas, que nous ne renoncerons pas. Nous sommes lassés de toutes vos lâchetés. Nous ne refuserons aucune bataille, aucun défi. Vous êtes les Trente Glorieuses, les retraites par répartition, SOS Racisme, la diversité, le regroupement familial, la liberté sexuelle et les sacs de riz de Bernard Kouchner. Nous sommes 25% de chômage, la dette sociale, l'explosion de la société multiculturelle, le racisme anti-blanc, les familles éclatées et un jeune soldat français qui meurt en Afghanistan. Vous ne nous aurez pas avec un regard condescendant, des emplois jeunes et une tape sur l'épaule. Pour nous, la vie est un combat. Nous n'avons pas besoin de votre politique de la jeunesse. La jeunesse est notre politique. Ne vous méprenez pas, ceci n'est pas un simple manifeste, c'est une déclaration de guerre. Nous sommes demain, vous êtes hier. Nous sommes la génération identitaire. Si l'idéologie identitaire dont le discours de Anders Breivik témoigne largement se tourne premièrement contre la politique du néolibéralisme progressiste, elle affirme deuxièmement un protectionnisme patriotique afin de défendre les intérêts de ceux qui se définissent comme perdants. Selon Fraser, je la cite encore, le chaos du développement capitaliste ne peut que générer des forces libérales et des contre-forces autoritaires réunies dans une symbiose perverse. Et libéralisme et néofascisme constituent les deux versants profondément interconnectés du système mondial capitaliste. La nouvelle droite en Europe, dont les identitaires figurent donc comme une certaine narration de l'Europe, larvée et incontestable. Il semble qu'un discours officiel de ce qu'est l'Europe fait face à des discours officieux, rejetés des sous-textes du spectacle démocratique. On tente peut-être de les ignorer, de les faire taire, mais le problème est que ces propos ne sont plus tellement marginaux. Le discours identitaire se loge aujourd'hui au centre de la société européenne. La grande majorité se distancie des actes d'un Breivik, mais une minorité grandissante fait ouvertement écho à sa pensée. Et c'est à cet endroit précis qu'intervient le théâtre de Milorau. Je passe donc à la deuxième partie de ma communication. Et je vais vous montrer des extraits du spectacle de Milorau, Breivik Statement. Ich stehe heute hier als Vertreter der norwegischen und europäischen antikommunistischen und anti-islamistischen Widerstandsbewegung und als Mitglied der Vereinigung der Tempelritter. Wenn ich hier spreche, dann spreche ich im Namen aller Norweger, Skandinavier und Europäer, die nicht hinnehmen wollen, dass uns Einheimischen, der indigenen Bevölkerung Europas, die kulturellen und territorialen Rechte entzogen werden. Die norwegischen Medien und mit ihnen die Staatsanwaltschaft haben behauptet, und sie werden es auch in Zukunft behaupten, dass ich die Anschläge vom 22. Juli verübt hätte, weil ich ein erbärmlicher Versager sei und voller Hass. Dass ich keinen Stolz habe, dass ich ein notorischer Lügner sei,
amoralisch und verrückt und dass die Kulturkonservativen Europas mich deshalb nicht ernst nehmen könnten. Ja, 1968 war das Jahr der marxistischen Kulturrevolution, das Jahr der sozialen Transformation. Es wurde eine sozialistisch-egalitäre Gesellschaft geschaffen. Die Konstruktion war dabei das Schlüsselwort. Die Konstruktion. Unsere Vorfahren haben über 12.000 Jahre lang in diesem Land gelebt. Und wir, als Norwegens Urbevölkerung, werden nicht akzeptieren, dass unser Land gegen unseren Willen kolonisiert wird. Wir haben wie alle anderen indigenen Völker auch besondere Rechte in diesem Land. Und das ist, wofür wir kämpfen werden. Die Angriffe vom 22. Juli waren Präventivschläge zur Verteidigung der indigenen Bevölkerung Norwegens, der ethnischen Norweger und unserer Kultur. Ich kann darin keine Schuld erkennen. Ich habe nach dem Grundsatz des Notrechts gehandelt, im Namen meines Volkes, meiner Kultur, meiner Religion, meiner Stadt und meinem Land. Ich verlange daher, von allen Vorwürfen freigesprochen zu werden. Le générique qui précède la vidéo de captation du spectacle, donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur le plateau, précise la source documentaire de ce qui va suivre. Au cours de la deuxième journée du procès contre le terroriste Anders Breivik, le 17 avril 2012, l'accusé lit une déclaration devant le tribunal fédéral d'Oslo. Puisque la salle d'audience ne peut accueillir tous les survivants et parents des victimes, ce discours est transmis en direct dans des salles annexes. La diffusion de la déclaration de Breivik en dehors du tribunal est interdite. À son entrée dans la salle de théâtre, le spectateur découvre sur scène un plateau qui rappelle celui d'un studio de télévision. Derrière un pupitre se tient une présentatrice-actrice fortement éclairée par des projecteurs de studio. Le fond en latte de bois posé derrière elle cadre sa personne dont le portrait est transmis sur grand écran. Dans ce dispositif, la scène théâtrale devient d'une certaine façon le hors-cadre de l'œil de la caméra. Je me tiens ici aujourd'hui en tant que représentant du mouvement norvégien et européen de contestation du communisme et de l'islam. L'actrice mâche ostensiblement un chewing-gum. Et en tant que membre de l'association des Templiers, elle mâche et regarde le public. Si je me prononce ici, c'est au nom de tous les Norvégiens, Scandinaves et Européens qui ne veulent pas accepter que l'on retire aux indigènes d'Europe nos droits culturels et territoriaux. Regard soutenu vers le public. Visuellement, la personne qui débute ce discours est tout le contraire de ce qu'elle annonce. Typée orientale, probablement d'origine turque, son visage radieux est entouré de grands cheveux brillants. La lumière forte lui procure une luminosité supplémentaire d'ailleurs. L'actrice affiche un état à la fois concentré et décontracté, précis et détaché. Le mouvement du chewing-gum dans sa bouche, qui semble rythmer ses pensées, soutient cette impression. Pendant les 70 minutes qui suivent, l'actrice Sasha Soedan nous lit le discours par lequel Anders Breivik détaille son idéologie. Dans un inextricable enchevêtrement de théories issues d'un large éventail de sciences humaines, l'auteur critique d'abord les accusations caricaturales portées contre lui par les médias. Il condamne par la suite le multiculturalisme qui détruit depuis la fin de la guerre les valeurs de la vieille Europe et qui ouvre les portes à une immigration musulmane hautement menaçante. Statistique à l'appui, Anders Breivik se définit comme représentant d'une majorité qui désapprouve le système en place. Il affirme, je le cite, « Ce que l'on appelle démocratie aujourd'hui est en vérité une dictature du marxisme culturel ». Sasha Soedan, contrairement à ce qu'on s'en apparence laisse prédire, parle un allemand dépourvu d'accent.
Visiblement, elle fait partie des immigrés de la 3e génération qu'accuse Breivik de dissoudre la pureté ethnique européenne, mais paradoxalement, elle est la figure de preuve d'une intégration culturelle et linguistique parfaitement réussie. Dans un survol historique, Anders Breivik date le début du renversement des valeurs en Europe avec l'année 1968, la philosophie déconstructiviste et le néolibéralisme comme seul régime économique. À travers une analyse expéditive et furieuse du fonctionnement du journalisme, Breivik énumère et déplore les mesures de censure dans nos sociétés dites libres. Au fur et à mesure qu'elle avance dans la lecture, Soydan semble perdre la distance aux propos de Breivik, comme aspirer de la même manière, nous faisons ce chemin avec elle. Car malgré les propos ahurissants, malgré les amalgames excessifs que le meurtrier produit afin d'expliquer ses actes, sa logique argumentative agit comme par envoûtement. Interrompu par des moments de prise de conscience où le spectateur revient à une perspective critique, distanciée, le dispositif de Milorau nous fait sentir la fascination qui peut émerger de tels propos. De temps à autre, l'actrice soutient intensément le regard du public sans qu'il soit possible de l'interpréter. S'agit-il d'appuyer les propos qui viennent d'être prononcés? Incarne-t-elle donc Breivik? Ou est-ce que ce regard nous renvoie à nos propres interrogations? Ou peut-être à celles de Sacha Soydan? Ce regard ne commente pas ce qui vient d'être dit, il ne donne aucune indication de la perspective à adopter. Il nous renvoie toujours à notre propre regard. Les attentats du 22 juillet 2011 ont été des frappes préventives pour la défense de la population indigène norvégienne. Je ne peux y voir de culpabilité. J'ai agi en état de légitime défense au nom de mon peuple et de ma culture, ma religion, ma ville et mon pays. Ainsi, je demande à être acquitté de toutes les accusations contre moi. Soydan pose rapidement la feuille et regarde le public. Breivik's statement se clôture sur un petit sourire énigmatique. Esthétiquement, nous pouvons retenir 3 aspects, moi je retiens 3 aspects qui caractérisent la démarche réaliste de Rao. Premièrement, la création d'un dispositif au sein duquel le réel peut être renégocié. Deuxièmement, la décontextualisation du document. Et troisièmement, la technique du cross-casting comme moyen de perturbation du spectateur. Milorau définit son théâtre comme suit, je le cite, « Je me vois comme modérateur d'un réel qui se tient en dehors de ma maîtrise et je crée des situations d'expérimentation dans lesquelles celui-ci peut devenir ou redevenir discutable, négociable. » S'il ne s'agit donc pas d'une démarche documentaire dans le sens informative, voire journalistique, Rao crée des dispositifs dans lesquels nous sommes invités à rencontrer le matériau qui atteste du réel une deuxième fois. Le rôle de l'artiste est ici de remettre à disposition un événement dont le sens ne s'est pas stabilisé, dont les interprétations ne se sont pas épuisées. Ainsi, la scène met le réel en suspens, crée l'espace de la possibilité d'un nouveau récit. À l'endroit de Breivik's statement, Rao explique, je le cite, « Ce qui m'a vraiment intéressé dans le texte de Breivik est que nous connaissons uniquement des bribes, une sorte de best-of, le fait qu'il lève le poing, le fait qu'il a tué des enfants, etc. Mais quand on l'écoute pendant 75 minutes, on oublie au bout de 5 minutes qu'il s'agit de Breivik qui parle. C'est très étrange. Tout d'un coup, on entend un texte qui est tellement banal, qui résume tout ce qu'on a déjà entendu maintes fois dans des débats parlementaires. Soudainement, il n'est plus intéressant en tant que texte d'un terroriste, mais comme une idéologie qui traverse l'Europe, qui traverse nos temps et qui est absolument susceptible de réunir une majorité. À travers la dislocation des liens sémantiques du document, Rao oblige son spectateur à rentrer dans un nouveau dialogue avec celui-ci, dénué de toute certitude conceptuelle et idéologique. Le décalage que l'artiste crée libère le spectateur des conventions de sa perception. À l'endroit du discours réel d'Anders Breivik, constatons que Milorau ne modifie aucunement la structure interne du document textuel. Il n'y apporte ni coupe, ni montage, ni procède à une quelconque réécriture. Son geste artistique consiste premièrement dans la décontextualisation du document, à savoir du tribunal d'Oslo, donc sur la scène théâtrale. Deuxièmement, par la technique du cross-casting, Rao déracine et transplante la parole du meurtrier dans la présence de l'actrice Sacha Soydan et crée par là même un contraste physique au document. Comme le contraste en photographie permet de faire sortir l'écart entre les détails les plus lumineux et les détails les plus sombres, la dissemblance corporelle de l'actrice avec Breivik met en évidence certains éléments occultés du discours, des aspects larvés. Quand Rao nous met face au document tel quel, qu'il organise une rencontre avec le réel sans l'élaboration d'une représentation mimétique, il est comme si le metteur en scène nous invitait à faire l'expérience de l'inquiétante étrangeté du réel, telle définie par Sigmund Freud.
Dans l'essai du même nom paru en 1919, le père de la psychanalyse décrit l'épreuve de l'inquiétante étrangeté comme un moment de rupture dans la rationalité rassurante de la vie quotidienne. Il s'agit du retour d'un refoulé, souvent traumatique, chargé d'angoisse. Dans une interview avec la chaîne Arte en 2013, Milo Rau révèle dans ce sens, je le cite, « J'aime le caractère hermétique de ce qui se passe sur scène. C'est comme le vécu d'un événement traumatique. Celui qui se souvient ne peut pas intervenir dans le déroulement. Il se souvient d'une scène complète, sans pause et qui n'est pas modifiable. C'est cela que j'essaie de reproduire au théâtre, ce regard traumatique avec des scènes dans lesquelles ni le public, ni le metteur en scène, ni les comédiens, paradoxalement, ne peuvent intervenir. » Tout art théâtral fonctionne à travers une tension entre l'univers du texte, fictionnel ou non, et la corporéité réelle de l'acteur. Même si dans le procédé traditionnel de l'interprétation dramatique, l'acteur cherche à dissimuler son corps phénoménal derrière un corps sémiotique, le public voit toujours les deux, le corps du personnage ou de la figure et le corps réel de l'acteur. Ce que retient l'attention dans Breivik Statement est la mise en contraste des deux. Chez Milo Rau, au lieu d'entretenir une relation harmonieuse, le réel documenté et la réalité de la situation théâtrale s'entrechoquent, se cognent et se démentent. Si d'un côté nous entendons la défense juridique d'un homme enclin à une idéologie fasciste qui soutient la supériorité de la race aryenne, de l'autre nous voyons une jeune femme attrayante, issue de l'immigration proche-orientale, maître d'une parfaite professionnelle diction. L'attention du spectateur est alors amenée dans un perpétuel glissement, sa perception est profondément irritée. Tantôt dirigée vers le corps phénoménal de l'actrice, tantôt à l'écoute des paroles de Breivik. La divergence entre la perception du corps de l'actrice et la figure qu'elle représente crée un malaise, mais celui qui regarde dans une situation perceptive paradoxale. Un état d'instabilité le gagne, à chaque glissement se produit une rupture, l'ordre de perception est bouleversé. Si nous oscillons entre le réel documenté et la réalité de la situation théâtrale, il se produit ce que la chercheuse Erika Fischer-Licht appelle une multistabilité perceptive, amenant le spectateur dans un état qu'elle appelle liminal. Autrement dit, celui-ci vit dans un état de crise permanent. Et c'est à travers une réflexion autour de cet état de crise que je souhaite conclure ma communication. Ce que Milo Rau met en crise à travers Breivik Statement n'est pas le réel en soi, mais une certaine narration de celui-ci. Si d'un côté son spectacle ne déconstruit aucunement les propos du terroriste, les présente même dans toute leur densité, de l'autre, le dispositif met en crise la conceptualisation officielle du terrorisme. Si le spectateur est confronté au réel reconnaissable comme tel, ce dernier se présente dans un costume bien étrange. Face à Breivik Statement, c'est bel et bien notre récit du réel qui s'effrite, qui se désintègre. Milo Rau précise dans ce sens, je le cite, « Ma première intention n'était pas de créer une ressemblance avec la personne, mais de me concentrer sur son discours pour ne pas laisser de place au mythe Breivik. Ce qu'il entend ici par mythe est le récit officiel qui s'est tissé à partir des événements qui se sont produits sur l'île d'Utøya en 2011. Quitter la légende correspond donc à la décomposition de l'imbroglio complexe entre actes réels, dires, mise en spectacle de la personne par elle-même ainsi que par les médias. Rau précise, je le cite encore, « Travailler de façon réaliste veut simplement dire et concrètement de faire sortir le réel de l'ombre des documents, de la soi-disant actualité pour la tirer sous la lumière de la vérité et de la présence. » Comme le metteur en scène remarque, le rapport mimétique au réel, la création d'une ressemblance visuelle reviendrait, au moins partiellement, à l'adhésion au mythe. Car en opposition aux médias, Milo Rau n'identifie pas le véritable enjeu des événements, leur brutalité dans la personne d'Anders Breivik. Ce qui se tient au centre de la scène, c'est bien son statement, son discours. Au lieu de faire spectacle, le geste artistique réside donc ici dans le décrassage du costume dans lequel se présente habituellement le réel, dans la décomposition des narrations qui l'étreignent. Si le théâtre de Milo Rau est hautement réaliste, c'est dans le sens d'un dépouillement. Rau précise, je le cite, « Breivik Statement n'est pas un texte, pas une mise en scène, ce n'est pas de l'art. Je travaille à la suppression de la mise en spectacle de Breivik par lui-même et par les médias. » Il s'opère alors un déplacement des propos individuels vers un espace partagé. Le théâtre de Rau aborde la subjectivité à l'endroit où elle s'inscrit dans un contexte historique, dans un récit collectif. Comme il le résume en référence à Hegel, il n'existe pas de particulier absolu. Revenons alors un instant sur l'intitulé de notre atelier de recherche, hautement ambigu à mon sens. Si la scène Europe se caractérise parfois par autant de rhétorique, de féerie, de divertissement et d'illusion que l'Europe sur scène,
Est-ce que cela équivaut à dire que derrière le grand spectacle généralisé, il n'y a plus aucune factualité qui pourrait être saisie, que l'ère de la post-vérité a donc envahi l'intégralité de ce plateau que nous appelons le réel? Les défenseurs du nouveau réalisme dans Milorau répondent bien évidemment par la négative. Bernd Stegemann remarque, je le cite, « Les temps cotonnés lors desquels on était considéré comme un philosophe, un grand philosophe, quand on faisait la remarque « la guerre du Golfe n'a pas lieu », se dévoilent petit à petit afin de faire découvrir ce qu'ils ont toujours été, le côté bavard de l'idéologie néolibérale. Être réaliste équivaut donc plutôt à quitter le bal, à défaire l'Europe de certaines de ses costumes, d'aller voir les coulisses du vieux continent. Comme Milorau résume, je le cite, « Je pense que le nouveau réalisme est une tentative de dépasser ce clivage entre ce qui se passe réellement et la façon dont nous en parlons. » Merci.